tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de votre actualité monégasque. En ouverture de ce journal, direction Menton où le souverain effectuait une visite officielle. Nous reviendrons sur l'émission du Tribunal du Travail qui vient d'organiser son assemblée générale annuelle. Nous vous présenterons les futurs rendez-vous 2018 au Grimaldi Forum. Nous irons à la rencontre de plusieurs skieurs de l'équipe de France de slalom qui était en principauté. Et pour terminer, nous vous proposerons votre Focus Info de la semaine, consacré cette fois-ci au projet Lumbila au Burkina Faso. Nous ouvrons ce journal avec cette visite officielle du souverain qui s'est déroulée ce matin aux frontières de la principauté à Menton, ancien fief des Grimaldi. Retour sur ce déplacement avec Christina Thomel. C'est sous un soleil radieux que le prince souverain a été accueilli par le maire de Menton et par de nombreuses autres personnalités françaises et monégasques pour le dévoilement de la première plaque mise en place par l'Association des sites historiques Grimaldi. En effet, Menton, ancien fief des Grimaldi, a longtemps appartenu à la famille princière puisque jusqu'en 1847, la principauté de Monaco comprenait 3 communes, Monaco, Roquebrune et Menton. Alors Menton a été tout simplement partie intégrante de l'ancienne principauté pendant 5 siècles, puisque la seigneurie de Menton est achetée par Charles Ier, qui est le premier seigneur de Monaco en 1346, et c'est simplement une révolution, une sécession, mais dans un contexte européen, le printemps des peuples européens de 1848, qui amènera cette séparation, donc après 5 siècles d'existence commune. Et finalement aujourd'hui dans la ville de Menton, on est presque dans une ville monégasque, puisqu'il y a de nombreux vestiges du bâti des princes à Menton, que ce soit la basilique Saint-Michel, bien sûr l'ancien palais d'été des princes à Carnolès, l'ancien palais dans la vieille ville médiévale dans la rue Longue, la rue Neuve qui a été ouverte justement, nouvel urbanisme au XVIIe siècle par les princes, et puis quelques années avant la séparation, l'église du petit village de Monty, l'église Saint-Honoré bâtie par le prince Honoré V. Des liens forts unissent donc les deux territoires aujourd'hui. Initiée en 2015 par Jean-Claude Guibal, l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco a pour objectif de rassembler, de promouvoir et de renforcer les liens affectifs entre les différentes communes et la principauté, le souverain étant qui plus est très attaché à son passé et à l'histoire de ses ancêtres. Je suis très impressionné par le prince Albert, le prince souverain, dont chacun sait qu'il est projeté dans le futur, qu'il défend aussi bien qu'il est possible de le faire à la fois la planète Terre, l'écologie, l'environnement, et puis en même temps qu'il soit sensible à l'arbre généalogique, aux racines, au passé, et il me fait beaucoup penser à une citation. Quand on parle de la tradition et de la modernité, il faut regarder le tireur à l'arc. Plus il veut projeter sa flèche loin en avant, dans l'avenir, plus il doit ramener loin en arrière la corde de l'arc. À ce jour, plus de 100 communes françaises et italiennes ont une histoire partagée avec la famille Grimaldi. Des plaques signalétiques seront installées à compter de cette année aux entrées des villes des communes adhérentes. Et à l'occasion du dévoilement de cette première plaque de l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco, le souverain nous a livré son ressenti. Il est au micro de Christina Thomel. Menton et Roquebrune faisaient partie intégrante de la principauté il y a quelques 170 ans. Et bon, les vicissitudes de l'histoire ont fait que nos destins se sont séparés, mais je crois qu'il y est resté quand même une grande amitié, une grande, bien sûr, proximité et une grande, je dirais aussi une complicité. Et je remercie beaucoup M. Guibal, le maire de Menton, d'avoir pris l'initiative de présider cette association des sites historiques Grimaldi de Monaco, avec tous les autres, enfin une grande partie des anciennes communautés qui avaient un lien avec ma famille et donc avec la principauté au cours de l'histoire. Et cette association est très vivante et je pense que cela aussi sert à valoriser ces territoires et ces communautés, à faire valoir leurs atouts et puis
pourquoi pas aussi d'avoir d'autres relations avec eux qui vont au-delà des commémorations historiques. Donc je suis très heureux que cette association continue de se développer. J'en suis très heureux d'en être le président d'honneur et je crois qu'elle a un très très bel avenir devant elle. Et puis cette pose de cette première plaque ici aujourd'hui à Menton, sous ce beau soleil d'hiver, je pense est un gage de succès pour l'avenir. Retour en principauté avec les membres du tribunal du travail qui viennent d'organiser leur assemblée générale annuelle à l'hôtel Hermitage. L'occasion pour nous de revenir sur les différentes missions de cette entité dans ce reportage signé Fabien Bonnier. Créé en principauté il y a 72 ans, le tribunal du travail œuvre pour la paix sociale. Il est chargé de régler les conflits individuels entre employeurs et salariés. Cette institution dépend du département des affaires sociales et de la santé. Le tribunal du travail est constitué de 24 membres représentant le patronat et 24 membres représentant les salariés, d'un président et d'un vice-président élus pour 3 ans. Il faut rappeler que c'est une juridiction gratuite, ce qui est quand même très important. Ensuite, vous allez à notre secrétariat et puis un processus qui commence notamment par un essai de conciliation entre les parties. Ensuite, si on ne se concilie pas et que ça continue, on se retrouve devant le tribunal du travail et son rôle, bien sûr, c'est de régler les oppositions qui peuvent exister entre salariés-patrons, patrons-salariés. Et c'est donc un rôle particulièrement important qui existe et qui nous permet justement de régler dans une atmosphère chaleureuse et amicale, tout en étant attachés au principe que nous ne jugeons que sur les pièces qui nous sont données. Comme toute décision, il y a possibilité de faire appel. Et heureusement, nous sommes très peu réformés. Les décisions sont souvent confirmées. C'est quand même assez gratifiant pour nous. Donc oui, on peut dire que le tribunal du travail a un certain pouvoir. Les bureaux sont situés avenue des Castellans à Fontvieille. Le tribunal du travail gère environ une centaine de dossiers par an. Le Grimaldi Forum a convié la presse pour célébrer 2018, mais aussi pour présenter son futur agenda, une année qui s'annonce sur les chapeaux de roue. Un reportage de Christine Datomel. Une année riche en événements. Si l'année 2017 a battu un record en affichant de très beaux résultats, l'année 2018 s'annonce sur la même lignée avec des événements encore plus prestigieux. Et si le mois de février sera très théâtral au Grimaldi Forum, avec des pièces comme Peau de vache ou Acting, les mois suivants seront très éclectiques. C'est très chargé cette programmation de ce premier semestre, mais on peut quand même citer un spectacle qui vient pour la première fois et qui remplace la comédie musicale, je dirais un petit peu habituelle que l'on présente chaque année, puisqu'on a pris le parti de vous présenter un grand spectacle de magie façon Broadway ou Las Vegas, donc vraiment avec les très grands illusionnistes du moment. Des concerts, le concert de Julien Doré, le concert de Charles Aznavour, des concerts plus classiques, l'orchestre de Vienne qu'on a accueilli la semaine dernière, mais à venir Anna Netrebko. Le Printemps des Arts, le Festival de la télévision Top Marque, les Sérénissimes de l'humour, les ballets de Monte-Carlo et un jeudi par mois les Thursday Live Sessions qui continueront de présenter de nouveaux talents très prometteurs comme Inuit ou encore Dabrek qui sont attendus pour ce premier semestre au Grimaldi Forum. Une programmation qui se veut donc très variée pour ouvrir le centre des congrès au plus grand nombre afin de devenir le lieu incontournable de l'activité spectacle et culture de la principauté. Et côté culture, justement, l'exposition de l'été lèvera quant à elle le voile sur 2000 ans d'histoire avec l'or des pharaons. C'est vraiment un événement parce que c'est une exposition qui va vraiment lever le voile sur des chefs-d'œuvre d'orfèvrerie et de joaillerie de l'Égypte antique, des pièces qui proviennent de tombes royales et princières et sur les 200 objets réunis cet été, plus de 150 sont issus de ces trésors. Et c'est une exposition qui est unique parce que d'une part le rassemblement est extraordinaire, il va couvrir une chronologie complète, 2000 ans d'histoire, ce qui permettra au public de découvrir vraiment l'évolution de cette orfèvrerie, l'évolution des formes et de vraiment découvrir cette joaillerie qui est très singulière et qui est caractéristique de la civilisation égyptienne. Une exposition qui mettra donc en lumière les chefs-d'œuvre d'orfèvrerie de l'Égypte ancienne. Et si tous s'accordent à dire que ce premier semestre sera définitivement riche et varié, cette présentation d'agenda aura également été l'occasion de reconduire le partenariat qui lie le Grimaldi Forum à la CMB depuis 13 ans.
Ils font partie de la Fédération française de ski, mais aussi et surtout de l'équipe de France de slalom. Plusieurs skieurs étaient en principauté pour des séances de sport et de récupération au sein du stade nautique et des thermes marins. Sandrine Nègre est partie à leur rencontre. Certains sportifs ont besoin régulièrement de ce que l'on appelle une mise au vert. Dans le cas de ces pros du slalom français, nous parlerons plutôt d'une mise au bleu au bord de la Méditerranée. Un stage de récupération dans un emploi du temps dense, en Autriche notamment dès le 21, et pas seulement d'ailleurs, puisqu'après sélection dans quelques jours, certains participeront sûrement aux Jeux Olympiques organisés en Corée du Sud au mois de février. Déjà, ce qu'on retient, c'est un peu le dépaysement d'être à Monaco, parce que c'est vrai que nous, on est en plein milieu de notre saison hivernale, de nos compétitions. On est vraiment descendu entre deux compétitions, donc déjà, le fait de voir le soleil, d'avoir 15-20 degrés quand on est un peu à l'abri du vent et de voir l'horizon, de voir la mer, c'est déjà quelque chose qui nous fait beaucoup de bien à la tête. Après, le but, c'était à la fois de faire de l'entraînement physique, mais aussi de soigner la récupération. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les thermes. Donc, tous les après-midi, on profitait de toutes les infrastructures des thermes. Bénéfique, je pense qu'on verra dimanche, mais je pense en tout cas que ça nous a fait du bien. On a bien changé d'air. On a été très très bien accueillis ici à Monaco. On a eu la chance de faire pas mal d'activités, pas mal de choses, tout en restant assez concentré. Et on a pu faire un peu de sport, un peu de soins au terme. Et je pense que ça a été bénéfique. Et au cours de ce séjour, les athlètes comme Clément et Jean-Baptiste, mais aussi Julien Liseroux, Robin Buffet ou encore Victor Muffat-Gendé, ont donc pu profiter de matériel à proximité du port Hercule, au sein, comme ici, de la Société Nautique, mais aussi des thermes marins, bien sûr, pour une alternance de chaud et de froid. Un domaine où on a quand même une certaine expertise, donc l'intérêt pour eux, c'était d'utiliser l'espace marin, donc toute notre piscine à 30 degrés en eau de mer et l'espace plus froid à 15 degrés en eau de mer aussi pour profiter des bienfaits de l'eau de mer et tout l'espace massage, hydromassage qui se passe dans la piscine. Donc la volonté du staff, c'était de profiter des installations marines et en parallèle, une fois que ça s'était fait, de la cryothérapie corps entier qui reste un élément incontournable de la récupération dans le sport moderne. Nous, bien entendu, on ne peut pas organiser de compétition, mais on peut organiser des compétitions en France. Et surtout, on a un échange productif pour nos jeunes skieurs monégasques, qui sont, en tous les cas, pour Olivier et Arnaud, intégrés à l'équipe de France de Coupe d'Europe. Et je ne dirais pas que c'est un échange, mais dans l'esprit du sport, dans l'amitié, dans les valeurs qu'on défend les deux fédérations, on se doit de faire des échanges. Et l'échange, pour nous, c'est de recevoir le mieux possible en principauté les amis de l'équipe de France. Et là, alors on a des grands champions, des slalomeurs qui ont choisi de faire un petit break en principauté entre deux grandes épreuves, en Suisse et en Autriche. Ces pros du slalom français ont justement quitté Monaco jeudi, direction l'Autriche. Ces liens qui unissent les deux fédérations sont aussi une belle illustration de l'intérêt que porte depuis des décennies la principauté au sport de neige, de glace et de glisse. Retour au Burkina Faso, où le couple princier effectuait un déplacement. Nous vous en parlions en début de semaine. Aujourd'hui, dans votre Focus Info, Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal, qui étaient sur place, ont suivi l'inauguration de ce fameux projet Lumbila. Lumbila, cette commune est située à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale. Il y a encore 3 ans, il n'y avait rien sur ces 6,5 hectares, uniquement de la brousse. Aujourd'hui, a poussé le projet Lumbila. Pour bien le comprendre, il faut revenir en arrière. Ces containers maritimes de 1700 mètres carrés constituaient le pavillon monégasque de l'exposition universelle de Milan en 2015. Ce pavillon a été entièrement démonté, transporté et remonté sur site. Et c'est aujourd'hui le centre de formation polyvalent de Lumbila, un projet phare de la Croix-Rouge monégasque et de la Croix-Rouge du Burkina Faso, avec le soutien de leurs gouvernements respectifs. C'est aujourd'hui un grand jour pour nous parce que ça devient réellement un bâtiment fonctionnel. Alors on a encore 6 mois de travaux, on ne va pas se cacher les choses, il y a encore de la poussière à enlever. Mais ça va devenir un centre de formation pour les premiers secours. Ça va devenir un centre qui va être utilisé par la Croix-Rouge du Burkina et aussi un centre hôtelier qui va générer des revenus pour la Croix-Rouge du Burkina et la Croix-Rouge monégasque. C'est un gros boulot de logistique, un gros boulot de programmation, un gros boulot de partenariat aussi.
Mais à la fin, c'est un beau succès et c'est surtout une première pierre. Ça veut dire le bureau des expositions aujourd'hui réfléchit à réutiliser ces pavillons. Parce que normalement, ils sont jetés après. Donc c'est de l'éphémère qui pourrait durer. Les travaux ne sont pas tout à fait terminés, nous en sommes à peu près à 80%. Les autorités ont effectué une visite de chantier inauguratrice de ce centre de formation polyvalent. Ils ont été accueillis par la population. Une cérémonie ponctuée de discours et de danses traditionnelles. Le prince et la princesse ont coupé le traditionnel ruban. Ils étaient entourés du président du Burkina Faso et de son épouse. Cet établissement servira de centre de formation au premier secours pour l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Il y aura également un centre de formation professionnelle, notamment au métier de la restauration et de l'hôtellerie, ce qui permettra de générer des revenus à la Croix-Rouge du Burkina Faso. Des bungalows seront entièrement équipés au cœur d'un projet éco-responsable. Des panneaux photovoltaïques ont été installés par la SMEG, des forages hydrauliques et une zone de maraîchage pour soutenir les communautés locales et développer le tourisme vert. Sans oublier un centre de sauvetage aquatique. Cet espace est aménagé d'une piscine semi-olympique et financé par la Fondation Princesse Charlène. Les programmes Water Safety pour la prévention de la noyade et Learn to Swim pour l'apprentissage de la natation seront proposés aux lycées voisins et aux écoles environnantes. Pour mener à bien tous ces projets, le gouvernement et la Croix-Rouge monégasque ont fait appel à de nombreux partenaires. On a une vingtaine de partenaires financiers qu'il faut remercier parce que sinon ça ne serait pas possible. Partenaires techniques, je pense à des sociétés comme la SMEG, sociétés comme ESCO. ESCO a construit le pavillon, la SMEG a fait tout le panneau photovoltaïque, Monaco Logistique a assuré la logistique. Donc on a aussi des partenaires techniques monégasques et c'est à souligner. La contribution de la SMEG a consisté, en partenariat avec la Croix-Rouge et le gouvernement français bien évidemment, à installer 350 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui sont situés juste derrière le centre de formation. Et ces 350 mètres carrés de panneaux photovoltaïques produiront 100 MWh par an d'électricité, soit de quoi subvenir à l'intégralité des besoins du pavillon, voire un peu plus. Et l'électricité en complément sera réinjectée au bénéfice d'autres ouvrages qui sont à proximité du pavillon. Notre contribution, c'est la construction des pavillons, la construction des centres, la direction des travaux et bien sûr une contribution économique, humaine, professionnelle et même émotionnelle, parce que vraiment c'est une émotion qui est très grande d'être là et voir cette cérémonie et cette foule qui est contente de voir ce projet. Voilà, c'est vraiment une émotion importante. Vous le voyez, c'est la fête pour la présentation de ce projet, le projet Lumbila. Et pour vivre ça au plus près, il faut savoir qu'il y avait une belle délégation de la Croix-Rouge, à peu près 25 personnes, dont 10 bénévoles qui ont été tirés au sort. En voici 3 d'entre eux. Qu'est-ce que ça vous fait tout simplement d'être ici, parmi nous, à Lumbila? C'est absolument fantastique d'avoir eu l'occasion de venir ici. On a eu l'occasion de voir ce bâtiment à Milan déjà, il y a quelques années. Et d'être ici, c'est magique, c'est juste magique. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet, de cette réhabilitation de ce bâtiment qui était utilisé pour l'exposition universelle ? Alors au début, ça a été la surprise, centre de formation avec des Algeco et c'était très surprenant. Mais vraiment, une fois qu'ils nous ont expliqué le projet, c'est quelque chose de grandiose, d'adapté à l'Afrique. Et on espère vraiment tout le succès possible à ce beau projet qui va panacher et la formation et la vie hôtelière et avec de la formation aux jeunes africains. Vraiment, c'est un très beau projet. On espère qu'il va vraiment vivre très prochainement. Vivre très prochainement, sans aucun doute. La fin des travaux et donc l'ouverture de ce centre polyvalent est prévue pour septembre 2018. À noter que ce projet de seconde vie du pavillon de Monaco a été primé à l'exposition universelle de Milan en 2015 et présenté aux commissaires des autres pays participant à l'exposition universelle d'Astana en 2017 dans le but d'être copié. Un pavillon qui allie architecture contemporaine, économie solidaire et développement durable. C'est une grande joie et une grande fierté que de voir ce projet aboutir. C'était un pari osé, c'était un pari risqué, c'était très compliqué de tout amener sur place, de tout aménager avec des partenaires de qualité, mais avec des entreprises locales. C'était, je sais, très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui se sont vraiment mobilisées de façon assez extraordinaire et je tiens à les en remercier très chaleureusement. Tout cet ensemble, vraiment, va, je pense, apporter
un soutien très important à la population locale. Et je pense que la Croix-Rouge et la Principauté, par son département de la coopération, peuvent être fiers. Et je pense que ce projet va sûrement en appeler d'autres. Et j'espère qu'il pourra être répliqué aussi dans d'autres pays. Et je pense que l'on peut être très fiers de ce que nous avons accompli. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Le soleil sera toujours au rendez-vous pour cette fin de semaine. Vendredi, les températures oscilleront entre 8 et 13 degrés. Ce week-end, ciel quelque peu voilé dans la matinée. Le soleil fera tout de même quelques apparitions. Lundi, nous débuterons la semaine sous les nuages, mais le soleil fera rapidement son retour, avec des températures ne dépassant pas les 13 degrés. Mardi, soleil toujours au beau fixe, et finalement mercredi, temps plus maussade pour ce milieu de semaine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre magazine automobile Asphalte dédié cette fois-ci à l'Alpine A110. À très bientôt sur Monaco Info.